Donc moi, je voulais profiter de ma présence ici pour vous donner quelques éléments de preuve sur les bénéfices qu'apportent ces entrepôts de données, en particulier ces entrepôts de données qu'on constitue aujourd'hui dans le contexte hospitalier. Alors on a parlé dans un premier temps de médecine de précision, de médecine personnalisée. Je vous donne un exemple. Les patientes qui ont une maladie de Crohn sont traitées par des thiopurines et les thiopurines sont métabolisées par TPMT. Il y a un certain nombre de patients qui ont une activité métabolique différentes, une activité enzymatique différente et qui donc vont métaboliser ces thiopurines de manière différente. Et on s'aperçoit, on a regardé dans les entrepôts de données qu'on a pu constituer, on a regardé pour les patients qui ont une activité enzymatique extrêmement élevée, quels étaient les phénotypes, les pathologies qu'on constatait dans leur dossier. Et on a trouvé qu'il y avait une corrélation avec le diabète et l'anémie. Et on a pu montrer que ces corrélations étaient liées au fait qu'on était obligé d'augmenter les doses de corticoïdes et donc que ces patients étaient sous-traités par les thiopurines. Donc là, on a une application extrêmement rapide de l'utilisation des entrepôts de données qui va bénéficier directement aux patients sur l'adaptation des doses. Autre exemple. Autre exemple, c'est la recherche clinique. Alors la recherche clinique, les entrepôts de données vont bien entendu servir à recruter un certain nombre de patients, à repérer des patients qui peuvent entrer dans les essais cliniques, mais on va pouvoir aussi considérer avec ces entrepôts de données de nouvelles formes d'essais cliniques. Je vous donne l'exemple du travail qu'a fait Guido Kremer, qui est un spécialiste de l'apoptose, sur la digitaline. Il constate que la digitaline a un effet sur l'apoptose en laboratoire. Il fait un modèle murin, il constate la même chose chez la souris. Et après, on peut passer, grâce aux entrepôts de données, à des données cliniques. La digitaline est un médicament qui a été donné pendant des années. Et il a regardé justement sur un entrepôt de données quel était le devenir des patients qui avaient un cancer ORL qui prenaient de la digitaline en comparant leur survie par rapport aux patients qui ont le même type de cancer mais sans digitaline. Et ce que vous voyez, donc la courbe bleue, c'est la survie des patients sous digitaline et la courbe rouge, c'est la survie des patients sans digitaline avec une différence significative. Donc ça va permettre, pour des médicaments qui existent ou des pathologies sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas de traitement, de pouvoir comparer une population de patients avec des populations rétrospectives des entrepôts de données. Donc je pense que vraiment il y a un enjeu là important sur la recherche clinique. Troisième exemple, c'est le soin direct. Alors le soin direct, je pense que vraiment c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Publication de 2011 par l'équipe de Stanford. Donc ils sont confrontés au cas d'une jeune patiente de 13 ans qui arrive avec un lupus, une pathologie extrêmement grave, un syndrome néphrotique, un risque thromboembolique. La décision est difficile à prendre, il n'y a pas de recommandation, le consensus entre experts ne se fait pas. Ils sont repartis sur l'entrepôt de données, ils ont regardé quels étaient les cas similaires sur lesquels ils pouvaient baser leurs décisions. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément important, la capacité de réutiliser des entrepôts de données existants pour prendre des décisions médicales et pour pouvoir retrouver des patients similaires. Donc nous, c'est ce que nous sommes en train de développer, en particulier à l'hôpital Necker, qui soigne un certain nombre de patients atteints de maladies rares, pour pouvoir justement aider au diagnostic et aider à la thérapeutique. Je pense que c'est une des utilisations majeures dans l'avenir des entrepôts de données. Autre partie, c'est assez classique, c'est les bénéfices en termes de qualité et de parcours de soins des patients. Nous avons regardé donc dans les comptes rendus de l'HEGP les données qui étaient les comptes rendus d'imagerie thoracique pour des patients qui étaient admis pour une suspicion d'embolie pulmonaire. Et on a regardé dans ces comptes rendus quels étaient les éléments qui pouvaient faire évoquer un cancer. Et donc en traitant l'ensemble des comptes rendus, eh bien, ça nous permet de repérer quand même un nombre important de patients qui n'ont pas de cancer connu, mais qui ont quelque chose qui fait évoquer une lésion cancéreuse. Puisque là, vous avez les chiffres, ça correspond à la littérature, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et qui vont nous permettre ensuite de mettre un certain nombre d'alertes dans le système d'information. Donc ça, je pense que ça va nous permettre d'améliorer également la qualité des soins. Alors, ça ne se fait pas sans un certain nombre, bien entendu, de moyens. Je pense qu'il faut effectivement financer des plateformes de données patients.
Et de mon point de vue, ces plateformes de données patients donneront le meilleur d'elles-mêmes si elles sont connectées à des biobanques. Ça a été prouvé par les Américains. Ce que vous avez donc juste en bas à droite, ce sont des comparaisons sur les études cliniques, les coûts des études cliniques et le temps des études cliniques avec entrepôt de données et sans entrepôt de données. Donc le boxplot le plus élevé correspond à des études cliniques qui sont faites sans entrepôt de données et on voit directement les bénéfices, c'est extrêmement net. Les hôpitaux américains ont fait tous ces études et ont conclu à l'intérêt de développer ces entrepôts. Il faut également qu'on ait un certain nombre de centres d'excellence sur le traitement des données de santé. Marc va en parler un petit peu également. Vraiment, je pense qu'on a besoin d'avoir des centres avec des gens qui font des biomathématiques, qui font de l'informatique médicale, qui connaissent bien les données et qui vont pouvoir traiter l'ensemble de ces informations avec la meilleure expertise possible. Moi, j'ai en tête un modèle qui est le modèle des CIRIC. Les CIRIC, c'est les sites de recherche intégrés en cancérologie. Je pense qu'ils apportent beaucoup parce qu'ils sont le lien, l'interface entre la clinique et la recherche. Ils nous permettent de faire vraiment le translationnel dans les deux sens, d'exploiter les données cliniques pour la recherche et de faire bénéficier directement aux patients des avancées de la recherche. Donc je pense que cette vision translationnelle doit aussi prévaloir dans notre domaine, qui est le domaine de l'informatique médicale. Alors, cette diapo, c'est pour vous montrer un petit peu les moyens qui sont mis ailleurs. Alors, bien entendu, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont construits, mais je vais vous donner l'exemple de Vanderbilt. Alors, Vanderbilt, j'ai volontairement omis de vous donner l'exemple de Harvard, de Stanford. On va me dire que ce sont les universités les plus riches des États-Unis. Vanderbilt, c'est à Nashville, dans le Tennessee. Et Vanderbilt a un département d'informatique biomédicale avec un nombre de personnes qui est considérable, puisqu'ils ont 75 faculty members. Donc 75 personnes comme moi, comme Marc, des gens qui sont tous spécialistes, tous hospitalo-universitaires d'informatique biomédicale. Et à chaque faculty member est associé à peu près 2 personnes, donc 2 ingénieurs qui vont pouvoir faire le travail. Ce sont des gens qui travaillent en pleine collaboration avec les équipes fondamentales, bien entendu, de mathématiques et d'informatique, qui travaillent en pleine collaboration avec les équipes de recherche en médecine. Donc je pense que c'est le modèle gagnant, que c'est vers ces centres-là qu'il faut aller, avec des moyens qu'il va falloir effectivement apporter. Alors les financements aux États-Unis sont importants, puisqu'ils ont eu des financements en Big Data to Knowledge, qui justement visent à exploiter les entrepôts de données pour arriver à trouver des nouvelles connaissances. Donc je vais peut-être sauter cette diapo-là pour laisser la parole à Marc. Cette diapositive, elle montre simplement l'intégration complète de la recherche et du soin. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les Learning Health Systems, c'est-à-dire les systèmes de santé apprenants. C'est vraiment vers là qu'il faut aller en réunissant l'ensemble des compétences dans ces centres d'excellence et l'ensemble des données sur des plateformes de données. Je vais laisser la parole à Marc.